nous lançons ce module des médecines énergétiques. Et donc l'idée, c'était déjà comment se fait-il qu'un médecin, certes atypique, mais quand même bien occidental, s'intéresse comme ça, comme toi, aux médecines énergétiques? Alors, bon, déjà, merci Marc pour cette introduction que tu nous as proposée, qui, je trouve, place déjà très bien le sujet. Et en fait, pour moi, la réflexion se pose en fait de façon assez naturelle. Donc, j'ai fait ma médecine classique, si j'ose dire, et rapidement, au bout de 2-3 ans, je sentais que dans ma thérapeutique, je manquais d'outils. Et c'est un petit peu naturellement, c'est une amie qui m'a parlé d'abord de micronutrition, puis phytothérapie. J'ai commencé à m'intéresser et donc je me suis formé, j'ai fait des diplômes universitaires. Et donc ça a vraiment commencé à m'ouvrir des outils autres, une médecine qui était plus globale, plus intégrative, si j'ose dire. Et on va dire de façon assez aussi naturelle, j'en suis arrivé petit à petit à avoir une pratique où maintenant je garde mes patients 1 heure et j'essaye d'être dans une médecine aussi du style de vie, une médecine avec des outils qui sont plus sur les pathologies fonctionnelles aussi, sur les choses du quotidien. Et donc, pour moi, je le vois vraiment, je me vois toujours comme un médecin généraliste, mais avec une trousse à outils qui s'est élargie. Mais donc maintenant, ça fait 5-6 ans que je travaille comme ça, avec ces outils-là. Et de fait, des patients, une certaine catégorie de patients est venue parce que des gens intéressés par d'autres types de pratiques. Et donc c'était très intéressant parce que du coup, beaucoup de patients ont commencé à me partager leur vie, leur santé, mais également toutes les pratiques qu'ils pouvaient avoir pour rester en santé. Et donc, j'ai pu avoir des discussions complètement improbables dans mon cabinet, donc à propos que ce soit de choses énergétiques, de Reiki, de yoga, de pendule, de patients qui parlent aux morts, donc des choses, enfin de gens qui peuvent dire si l'arbre est en santé ou pas, rien qu'en le touchant. Donc des choses qui mettent notre conception médicale classique en défi, et également la conception chrétienne, de se dire mais il s'agit de quoi en fait derrière tout ça. Donc voilà, ça s'est mis un peu au fur et à mesure. J'ai été mis le nez dedans, un peu forcé, mais en même temps très intéressé, quoi. Est-ce que tu penses que le fait de dire et d'affirmer que tu as une vision chrétienne des choses te place en bonne position pour examiner toutes ces pratiques? Ou est-ce que c'est un handicap? Alors, ça, je dirais, ça pourrait tenir à la personnalité. Alors, moi, j'ai l'impression d'avoir un cœur de chercheur, et pour différentes choses, même dans ma foi, il y a des choses qui ont été remises en cause, et du coup, j'aime explorer. Et donc, ça reste, enfin, ma vision chrétienne a été pour moi une ouverture, dans le sens que je croyais tout à fait qu'il y a autre chose que ce qui est matériel, si j'ose dire. Mais c'est aussi tout un questionnement de se dire, mais si mon regard sur les choses est une vision spirituelle et biblique, effectivement, il y a des questions à se poser sur certaines pratiques. Et du coup, ça c'est petit à petit, en fait, j'ai commencé à ouvrir des horizons et à creuser, etc. Mais ça a été pour moi plutôt, je dirais, un support pour aller à la rencontre de gens qui eux-mêmes étaient dans une recherche de santé, mais qui en fait se dessinent ensuite dans une recherche spirituelle. Et il y a quelque chose de tout à fait noble en fait chez mes patients ou d'autres qui cherchent, c'est qu'ils cherchent une cohérence. Ils disent, il y a plus que juste une santé matérielle, il y a plus que ça dans ce monde, il y a plus que ça dans mon corps, et je cherche une médecine qui est en cohérence avec qui je suis, et avec une cohérence dans une recherche existentielle aussi. Donc il y a quelque chose de très noble, mais je dis mais dans le sens où ça peut se tourner vers vraiment un schéma spirituel qui se tourne vers quelque chose qui est autre que Jésus-Christ. Moi, ma conviction, c'est que Jésus-Christ est vivant et qu'il a une action pour nos vies. Et là, je vois des gens qui cherchent une spiritualité qui est autre. Et à mon sens, c'est qu'ils cherchent Jésus-Christ, mais ils ne le savent pas. Mais voilà, ça c'est mon regard. Et on discute vraiment ouvertement à ce sujet-là. Moi, je leur dis je suis chrétien, ils me partagent et c'est très très riche, quoi, en fait. Ouais. Donc initialement, c'est la recherche d'élargir ta boîte d'outils. Oui. Et puis tu te retrouves effectivement avec des pratiques où tu dis, bon, il faut que je les passe quand même au filtre de mes convictions personnelles pour pouvoir les exercer. Alors,
Tu peux déjà nous donner un petit peu la conclusion. D'après toi, est-ce qu'il faut se méfier de toutes ces marques ou est-ce qu'on peut y aller? Alors, c'est là où il y a tout le charme qui commence, je dirais, parce que c'est jamais oui et jamais non, souvent. C'est très, très gris, c'est très difficile. Et pour moi, en fait, c'est vraiment un chemin de recherche. Et c'est passionnant, hein, vraiment, c'est passionnant. Il y a des médecines sur lesquelles j'ai changé d'avis. Même pour dire du point où j'en suis parti, c'est que moi, je me suis marié avec une ostéopathe. Il y a peut-être 15 ans de ça, l'ostéopathie, je disais, ouais, peut-être, hein, enfin peut-être 20 ans, j'en sais rien, enfin depuis combien de temps, mais je regardais ça avec questionnement. Et puis maintenant, j'envoie très souvent mes patients faire l'ostéopathie. Ouais, Mais bon, rien de tel qu'une belle jeune fille pour te faire changer d'avis. voilà, c'est vrai, elle avait des arguments et tout ça, mais effectivement, en fait, c'est quelque chose c'est un chemin, c'est une recherche et c'est une découverte. C'est vraiment très intéressant. Et en fait, justement, avant de se jeter dans le sujet, je reprends les mots que tu disais. C'est que pour moi, dans ce que je vais présenter, je viens avec mon ignorance. Et avec le peu de choses de recherche que j'ai faites, de peu de choses que j'ai comprises, il y a des choses qui, dans ma foi, je me dis, là, il ne faut pas trop y mettre les pieds. Et là, ça semble vraiment pertinent, intéressant, percutant même parfois. Mais dans tous les cas, ce que je vais proposer, pour moi, c'est ma réflexion, mais ce n'est jamais quelque chose de normatif. Et donc, on peut ne pas être d'accord, mais qu'on puisse en parler paisiblement et aider chacun à se poser des questions. Si déjà on arrive à faire ça, c'est déjà un bel objectif. Alors, tu nous donnes vraiment envie d'épouser ton attitude de chercheur et de chercher avec toi. D'accord? Donc, tu as décidé de commencer dans les médecines énergétiques avec l'Ayurveda. Tout à fait. Dis-nous un peu, qu'est-ce que c'est l'Ayurveda? Alors, peut-être vous pouvez nous mettre la première diapo et même la deuxième. Vous pouvez avancer encore une fois. Voilà. Alors, l'Ayurveda, donc on va appeler Ayurveda ou médecine ayurvédique, c'est tout un monde. C'est une médecine, mais c'est aussi une histoire, c'est une culture. Donc là, le jeu de cette présentation, c'est d'essayer de présenter simplement quelque chose qui est médical, historique, culturel, spirituel. Bon, autant dire c'est presque mission impossible, mais donc on est dans quelque chose qui est un héritage historique de très très ancien. Et donc on peut retrouver des textes en fait au niveau de l'Inde, en fait de médecine traditionnelle, des textes qui remontent à plus de 2000 ans, même 2000 ans même avant Jésus-Christ, je veux dire. Et donc, comme je vous l'ai marqué, en sanskrit, le terme Ayus veut dire vie et Veda, la connaissance. Et donc, les Védas, ce sont des textes sacrés qui se proposent d'être une connaissance de la vie. Voilà. Et en ce sens, là, j'ai marqué le but de cette médecine. C'est une médecine d'approche globale qui a pour but un maintien de la santé. Donc non seulement en préventif, mais aussi en curatif. Donc la guérison, donc le curatif, et la réalisation de soi. Donc on est dans quelque chose qui est aussi existentiel. Voilà. Donc ça va un petit peu plus loin que simplement juste être dans du traitement mécaniste, entre guillemets, quoi. Voilà. D'accord. Ça englobe plus finalement tous les aspects de la vie, de la vie humaine. Ouais, exactement. D'accord. Et donc, quels sont les moyens alors de traitement? Qu'est-ce que propose l'Ayurveda? Alors, diapo suivante, si vous voulez, ou peut-être je vais prendre le petit téléphone aussi à proximité. On va essayer. Alors, l'Ayurveda, en fait, c'est une pratique avec beaucoup d'axes. Un des axes en prévention, c'est la cure, appelée Panchakarma, qui est une cure qui a pour but, donc en termes préventifs, de travailler notamment sur la détoxication, au travers de massages, au travers de lavements, donc au travers de la sudation. Et l'idée, c'est d'être là aussi en préventif de la pathologie. On parle aussi d'une pharmacopée, la prise de plantes ou des minéraux qu'on appelle rasayanas. Cette prise de plantes, alors peut-être certains connaissent une plante qui s'appelle l'ashwagandha. Je pense que certains connaissent. Donc ça, c'est une plante de l'Ayurveda. C'est une plante qu'on dit adaptogène, qui aide l'organisme à soutenir un stress. Il y a la diététique. Alors, la diététique, à la différence de notre diététique, on n'est pas seulement dans l'idée d'être dans un repas équilibré, on est dans l'idée d'avoir une diététique qui est adaptée à la personne. C'est-à-dire, on va le voir un peu plus loin, il y a des profils de personnes, il y a des terrains, et en ce sens, telle personne, telle alimentation va lui convenir et pas l'autre. Donc, on est dans une diététique qui est un peu à la carte aussi, en fonction des personnes.
Et puis on parle de l'hygiène. Alors l'hygiène, pas au sens de la propreté, mais l'hygiène au sens d'un style de vie aussi, où on va parler de la santé au quotidien et également la santé au niveau saisonnier. Donc, c'est-à-dire, c'est s'intéresser à l'adaptation du corps sur le quotidien, mais également au changement de saison, notamment pour soutenir l'immunité et aider le corps à traverser les étapes de sa vie, mais également les étapes de l'année, quoi. En fait, hein, voilà, d'essayer de traverser ça. Et puis, bien sûr, dans cet équilibre de vie vient se placer l'activité physique, en particulier le yoga que tout le monde connaît, dont on reparlera un petit peu plus loin, où il y a des aspects effectivement physiques, mais également spirituels, suivant ce qu'on pratique. Donc là aussi, c'est intéressant d'aller un petit peu plus loin. Alors, je vois bien que tu fais la pédagogie, la divulgation. À part le terme panchakarma, tout me parle. Oui. Mais est-ce que effectivement, l'Ayurveda fait appel au même schéma, aux mêmes vues du corps humain que moi, médecin occidental? Alors, c'est là où, j'allais dire, dans l'Ayurveda, on rentre un peu dans la complexité. Disons, on est beaucoup dans l'observation et au travers de l'histoire, des choses qui ont été observées, ils ont catégorisé la structure de l'être humain dans différents niveaux. Un premier niveau assez structurel, il parle de 7 tissus. Et alors, d'ailleurs, on peut passer à la suivante. On va voir si je manipule bien. Mais non, si, c'est bon, c'est ça. Voilà, 7 tissus appelés datus ou datus, je ne sais pas comment on prononce, mais voilà, qui sont donc le plasma, le sang, le muscle, la graisse, les os. Enfin, donc là, on est vraiment dans du tissulaire et ils vont décrire comme des tissus fondamentaux. À côté de ça, vont se placer 5 éléments. Donc 5 éléments, l'éther, l'air, le feu, la terre et l'eau. Donc là, c'est déjà une conception un peu différente de ce qu'on pourrait avoir. On n'est pas dans un matériau de construction, mais plutôt dans l'idée que chaque matériau qui compose la nature, c'est essayer de cartographier la nature avec des matériaux qui ont des propriétés et de se dire que l'organisme aussi est constitué de ces matériaux, mais dans des proportions différentes qui vont faire que l'organisme, d'un terrain à un autre, va avoir des propriétés, des spécificités un peu individuelles. Et au travers de ces 5 éléments, on va pouvoir définir les doshas. Donc les doshas, on les appelle énergie fondamentale. Là, on peut vraiment parler de terrain, et avec 3 terrains, Vata, Pitta, Kapha. Et en fait, les 3 terrains vont être composés eux-mêmes d'éléments. Donc en fonction de la constitution des éléments, je vais être un terrain plus particulier. Je vais être Vata, Pitta ou Kapha, ou Vata, Pitta, Pitta, Kapha, ou un peu des 3, quoi. Et enfin voilà. Et donc en fonction de mon fonctionnement, on va voir un peu des choses comme ça. Donc là, je vous ai mis sur la diapo. Le Vata, c'est le mouvement et communication. Ça fait appel plutôt à l'énergie du vent et de l'éther. Le Pitta, digestion, transformation. L'énergie du feu et de l'eau, etc. Et sur la diapo suivante, donc un petit schéma où justement ils ont regroupé ça. Vous voyez en haut le terrain Vata qui se compose de éther et air. Donc là, justement, ça paraît très éthérique. Oui. Voilà. Mais pour eux, ça va s'ancrer dans des choses qui sont aussi bien dans un profil psychologique que physiologique. Et alors, pour dire, quand j'avais commencé à creuser un petit peu ça, moi, j'avais retrouvé des choses par rapport à des terrains que je retrouve dans mes formations que j'avais pu faire en phytothérapie, où on regarde vraiment les gens sur l'axe neuro-endocrinien. Donc, la part respective que peuvent avoir la surrénale, la thyroïde, le pancréas, donc en fonction du système nerveux au niveau orthosympathique, parasympathique, les proportions que les gens ont, je retrouvais des choses un peu là-dessus. Même si eux, ils vont parler d'énergie, donc il y a aussi une part énergie qu'on va parler plus loin, mais ça s'ancre aussi dans des choses physiologiques. Donc ils ont fait une espèce de compréhension comme ça, en fait. Et toi-même, tu sais ce que tu es, toi, dans tout ça? Alors, quand je l'avais regardé, ça c'était les premières fois que je m'étais intéressé, je me retrouvais effectivement. Alors là, tout de suite, je ne saurais pas te redire. Okay. Je saurais pas te redire. Il faudrait que je replonge dedans. Mais effectivement, je retrouvais des caractéristiques intéressantes, quoi. Oui. Et donc il y a la manipulation quand même de l'énergie derrière. Voilà, tout à fait. Alors là aussi, c'est compliqué. Et ce terme énergie, pour moi, c'est quelque chose qui est complexe parce que d'une personne à l'autre, si on parle d'énergie, on ne parle pas de la même chose. Donc le même mot va recouvrir des réalités différentes.
quand moi je parle d'énergie dans le corps, je parle de chaleur, je parle d'électricité, je parle de flux, le flux sanguin, je parle d'échange, je parle, voilà, donc de quelque chose de physique. Pour eux, ça va être aussi à différents niveaux. Donc, on va parler des doshas qui vont être ces profils, mais qui sont parlés de profils d'énergie, en fait, mais qui ont en même temps une matière matérielle, quoi, en fait, une substance matérielle. À côté de ça, quand ils vont parler des différentes énergies, ils vont parler de l'énergie du système digestif, du système respiratoire, du système circulatoire, qui, de façon physiologique, on est d'accord, vont être des choses, des pourvoyeurs de l'énergie. Je respire, l'oxygène, c'est le premier carburant avec le glucose qui vont brûler, et fabriquer l'ATP, etc. Donc, et eux, ils le voient comme un système d'énergie. Puis après, ils vont parler de différents niveaux, une énergie au niveau cellulaire. Puis ensuite, ils vont parler d'énergie subtile. Alors, le terme énergie subtile, ça veut dire une énergie que je ne peux pas distinguer ou mesurer par un appareil de mesure d'un point de vue physique, mais qui va exister et qui va se retrouver plutôt dans des corps énergétiques, dont on va parler un petit peu après. Et donc, dans tout ça, on va parler du prana. Alors, le prana, c'est, on va dire, l'énergie première, le souffle de vie. Et dans certaines définitions, ils vont parler du souffle de vie. Alors, bien sûr, moi, souffle de vie, ça me fait tilt dans ma conception chrétienne. Mais donc, eux, ils vont parler de ce souffle de vie qui va se décliner aussi bien sur le plan comment dire, plus éthéré, plus énergie vitale première, jusqu'à la matière plus constituée, quoi. Et donc, c'est comme si cette énergie va traverser toutes les couches et s'exprimer un peu à tous les niveaux. Alors, voilà un petit peu, enfin voilà sur ces... Je sais pas si ça te fait réagir déjà. C'est quand même bien plus complexe. Hein. Je regarde, finalement, notre médecine retient une de ces couches, les autres, on en fait plus ou moins abstraction. Oui, complètement. Et donc ça donne quoi comme moyen de traiter par la suite? Comment on agence les traitements pour ça? Alors, juste avant, comme on parlait tout à l'heure des corps, je vais venir sur les traitements, mais juste... d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai pas une diapo qui a sauté, mais hop. Alors, est-ce que vous pouvez revenir en arrière? J'arrive pas à revenir en arrière, moi, sur le petit téléphone. D'accord. Alors, du coup, j'ai dû sauter quelque chose. Ah, mais les traitements, on en a parlé déjà tout à l'heure, en fait, donc c'était sur la cure. Effectivement, enfin voilà, la cure, la diététique, voilà, après ça sera pour la médecine chinoise, on va en reparler, mais pour la cure, la diététique, et donc voilà. Et, effectivement, justement, toujours dans le sens de l'énergie, je voulais vous parler aussi dans la conception ayurvédique, la constitution de l'être humain va s'exprimer au travers, pas que d'un corps matériel, mais au travers de 7 corps. Et qui vont être appelés corps énergétiques. Donc le premier corps, c'est le corps physique, puis vient le corps qui est tout le proche, qui est le corps éthérique ou corps vital. Il est décrit comme une enveloppe énergétique qui protège le corps matériel, et que si je ne suis pas bien dans mon corps physique, le corps énergétique est perturbé. Si mon corps éthérique est perturbé, le corps physique va l'être aussi. Donc ils travaillent un peu là-dessus. Et dans leur vision, dans ce premier corps énergétique, vient circuler l'énergie au travers de canaux que sont les nadis. Alors, dans mes premières recherches, en fait, je voyais des gens qui faisaient les parallèles entre les canaux, les nadis et les méridiens. Et puis après exploration, discussion avec des praticiens aussi en médecine chinoise, ils me disent que ça ne leur parle pas du tout, quoi. Donc certains font le parallèle, mais c'est pas si évident en fait. Mais donc là, les nadis vont être des canaux de circulation d'énergie qui vont se rassembler à certains endroits, et quand ils se rassemblent, ils vont former des points d'énergie plus hautes que sont les karmas. Les chakras, pardon. Donc, quand vous avez tous entendu « allez, ouvre tes chakras », on rigole avec ça et tout ça. Mais en fait, donc là, on est dans quelque chose de fondateur dans l'Ayurveda, avec ces chakras qui vont être des lieux d'énergie qui correspondent à chaque niveau de corps. Alors, je pourrais vous parler 1 heure de ça, mais ça va être un peu long. Mais on parle des différents corps, donc le corps physique, le corps éthérique, le corps astral. Si certains ont entendu parler de sortie astrale, donc c'est le fait de sortir de son corps et d'aller se balader et visiter le monde, alors que mon corps physique reste là et je vais balader, ça serait le corps astral. Le corps mental, causal ou karmique, le corps bouddhique et le corps atmique. Alors, je ne vais pas tout détailler. En gros, il y a des corps qui sont en lien avec les émotions, avec la psyché, avec le choix, enfin voilà, chaque corps doit être bien équilibré pour que je me sente bien dans toutes les dimensions de mon vécu. Voilà. Alors là où il y a deux corps qui, moi, m'interpellent le plus dans ma vision chrétienne, c'est particulièrement le corps bouddhique, qui est dit aussi corps spirituel. C'est ce corps, en fait, qui correspond au chakra du front, qui est le chakra qu'on appelle le 3e œil.
Vous avez dû entendre déjà parler de ce terme. Et ce troisième œil, quand il est ouvert, quand il est animé, c'est là où je commence à voir des choses dans le monde spirituel. Et c'est là où je commence à voir des guides spirituels. Je commence à être en communication avec l'au-delà, quoi, en fait, avec des guides spirituels et tout ça. Alors bien sûr, moi, dans mon regard chrétien, je me dis, dans le monde, il y a des anges et il y a l'ennemi, quoi, en fait. Hein. Donc guide spirituel, moi, ça me fait tilt. Mais voilà, en tout cas, c'est cet aspect-là. Et le dernier chakra, qui est donc le chakra atmique, ou on dit aussi coronal, quand ce chakra il est ouvert, je prends conscience de mon unité avec la divinité. Donc là aussi, moi, ça m'interpelle, et c'est vraiment l'idée d'être un avec le grand tout, un avec l'univers, et de découvrir sa nature divine. Moi, dans ma conception aussi chrétienne, là, bien sûr, je tique un peu et me dire, en fait, Dieu, c'est Dieu et moi, je suis qu'une créature. Je n'ai pas une nature divine. Et donc là, on voit un mouvement qui part du côté matériel pour s'élever au maximum et devenir, et moi, je fais ce parallèle-là, comme des dieux. Enfin, je fais quelque chose qui m'interpelle à ce niveau-là. Mais voilà, donc ces corps qui sont, pour moi, clairement, on est dans le dynamique spirituelle. Voilà. Et cette dynamique passe de couche en couche. Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce qu'on apprend à maîtriser petit à petit les différentes couches? Comment Alors, effectivement, donc, à chaque chakra, donc déjà correspond un corps, et à chaque chakra correspond aussi une glande endocrine, c'est-à-dire qu'il y a une expression physique de ces choses, et le travail pour les ouvrir vont correspondre à mes tranches d'âge. Il y a des chakras, par exemple le premier, le chakra sacré, peut s'ouvrir quand je suis enfant, mais un enfant ne pourrait pas ouvrir les chakras suivants. Donc ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre de la santé que j'ai et du travail que je fais sur le plan physique et sur le plan énergétique. Et c'est là aussi où le yoga va prendre sa place, mais où toutes les choses ont pour but d'être précurseurs sur le développement de ces différents chakras au niveau physique et au niveau énergétique pour que les chakras s'ouvrent au fur et à mesure et que je puisse ensuite m'éveiller et développer ce qu'on appelle la Kundalini, qui est en fait une énergie vitale qui part du bas du dos et qui va traverser tous ces chakras. Et là, j'ai l'éveil, quoi, en fait, qui va se faire. Donc, c'est en fonction de ce que je travaille et de mon âge, ma période de vie, que les chakras vont s'ouvrir, en fait. Et quelqu'un en bonne santé dans cette vision des choses, c'est quelqu'un qui a un équilibre sur différentes couches, sur différents corps, ou est-ce qu'il faut tous les corps alignés? Comment on définit la santé dans cette vision des choses? Du coup, là, c'est effectivement, il y a tout à fait la santé physique, mais justement, à chaque niveau de chaque corps va correspondre un certain équilibre. Donc, le corps éthérique qui est protecteur du corps physique, donc on est plutôt sur la santé physique, mais après, il va y avoir la santé justement mentale, psychologique, le côté du choix, d'être ancré dans sa vie, le fait d'être dans ensuite d'être dans son appel existentiel, en fait. Et donc, la pleine santé, c'est d'avoir compris que je suis un avec le grand tout et d'être dans mon appel existentiel. En fait, il y a vraiment cette traversée, quoi. Voilà. Le yoga, alors. Qu'est-ce qu'il vient faire dans tout ça? Alors, le yoga, c'est une question intéressante parce que actuellement, il s'intègre comme une gym. Dans notre Occident, on va le regarder comme je fais de la gym, je fais des étirements, je fais du yoga. Alors, fondamentalement, le yoga, il va avoir plusieurs dimensions, effectivement. L'idée de tous ces étirements, d'une part, c'est de pouvoir vasculariser sur le plan physique toutes ces différentes glandes qui vont être un chemin préparatoire à l'ouverture sur le plan énergétique des chakras. Et c'est vrai qu'en Occident, j'ai marqué, il y a une forme légère occidentalisée qui va être juste des étirements, même si, a priori, ces étirements peuvent être aussi des enchaînements très spécifiques qui sont des salutations aussi à certaines divinités. C'est là aussi où il y a une réflexion à avoir, de se dire, est-ce que je fais du stretching ou est-ce que je suis dans quelque chose qui va plus loin que ça? Et fondamentalement, si un prof de yoga vous fait faire des mantras, par exemple, il est tout à fait dans son rôle parce qu'en fait, il est en train de travailler sur une dimension énergétique. Alors, à savoir aussi, c'est que certains mantras sont la répétition du nom de certaines divinités. Et là, pour juste la petite expérience, la petite histoire, je connais le fils d'amis qui, à un moment, faisait des cours de yoga dans un hôpital, en fait, un hôpital public, dans des soins ambulatoires. Et en fait, à un moment, il dit, j'ai plus trop envie d'y aller, tout ça. Mais pourquoi? Ils nous font réciter des mantras.
Donc, on était dans l'hôpital public et on était avec un yoga, avec des mantras, quoi. Et donc là aussi, moi, ça me pose question, en fait. Donc, il y a le but du yoga, c'est par l'exercice physique d'être en santé physique, mais également d'activer le côté énergétique. Et donc là, j'ai mis juste deux petites phrases. Donc, pour la forme traditionnelle, le but, c'est d'aller au-delà du corps avec une vie spirituelle. Donc, faire des mantras, faire circuler les énergies solaires et lunaires, éveiller la Kundalini. Alors, juste pour dire, dans certains milieux New Age, certains disent « Ah oui, mais la Kundalini, les chrétiens, ils n'ont pas compris, en fait, c'est ça le Saint-Esprit, etc. » Donc, j'ai déjà entendu des discours comme ça. Et donc, le fait de vouloir mixer un petit peu les deux choses. Et donc, une phrase que j'avais trouvée aussi sur un site qui parle du yoga. Donc, quand il y a la pratique du yoga, il y a la paix intérieure qui devient joie, la détente de l'esprit devient sagesse, l'harmonie avec l'environnement devient communion avec l'absolu, unité avec son soi, mais aussi unité avec l'absolu, l'univers, le grand tout. Donc ça, c'est des dimensions qui, moi, en tant que chrétien, méritent d'être évoquées, en fait, à mon sens. Et tu nous dis que c'est à la base de la conception et de la proposition du yoga. Alors, effectivement, c'est que nous, dans notre médecine occidentale, on prend ce qu'on veut et on rejette ce qu'on veut. En fait, on fait une espèce de mix, on fait une espèce de soupe et on prend, je dis, moi, dans ma soupe, là, je prends que les patates et j'enlève le poireau, quoi. En fait, l'Ayurveda, c'est quelque chose qui est une totalité et c'est un équilibre général. Et en fait, pour eux, ils sont dans moi, je trouve tout à fait logique. C'est-à-dire que leur travail physique va dans leur conception des choses, c'est-à-dire qu'on a 7 corps, dont 6 qui sont énergétiques, et le but, c'est quand même de trouver son côté existentiel. Donc, pour moi, ils sont tout à fait cohérents. Après, pour la personne qui va pratiquer le yoga, je me dis, mais s'il fait que la gym simple, que ça lui appartient. S'il fait des choses énergétiques, je lui dis, moi, réfléchis. Après, c'est lui qui fait bien ce qu'il veut, mais je pense que ça mérite de se poser la question. Et est-ce qu'on pourrait pousser plus loin en dire, bon, je vais faire du yoga, et puis je vais réciter le psaume 119. Il y a de quoi. Alors, il peut. Hein. Moi, j'aurais dit, fais de la gym et récite le psaume 119, fais du pilate. Mais voilà, je pense que vous avez compris le concept. C'est que si tu dis que tu fais du stretching et puis que tu es bien dans ta foi et que tu es en cohérence avec ta foi, ça t'appartient. Mais le jour où ton prof te fait réciter des mantras, tu ne pourras pas lui reprocher, en fait. Lui, pour le coup, lui, il est tout à fait dans son objectif, à mon sens. D'accord. Donc, le yoga pur ne peut pas être désolidarisé de sa perspective, de sa spirituelle, qui, tu nous dis, est ancrée profondément dedans. Disons, en fait, là, il faudrait discuter avec un prof, voir vraiment dans ce qui pousse, ce sur quoi il travaille. Je dirais, pour moi, c'est dans sa logique première. Le yoga est logique dans l'approche ayurvédique. Il travaille sur le corps et l'énergétique. Il est logique dans sa pratique. Après, si vous dites, moi je fais juste des étirements, etc., je veux dire, je connais plein de personnes qui ont fait du yoga, je ne pense pas qu'ils sont possédés de la tête aux pieds, pas du tout. Mais après, ça peut être une porte d'entrée. Donc, moi je dis simplement, ça fait partie pour moi des zones grises, et de dire c'est là que ça s'arrête, c'est là que ça commence, là je me positionnerai pas, quoi. J'aurais mes convictions à moi, mais après, à chacun de voir un petit peu où est-ce qu'il s'y trouve, quoi. Donc, le conseil, c'est quand même de ne pas prendre ça comme acquis, mais de chercher quand même derrière dans quelles conditions on pratique exactement, et savoir s'il y a quand même une velléité d'aller plus loin dans l'exploration du côté spirituel du yoga. Tout à fait. Ouais. Bon. Alors, je pense, en fait, j'avais noté une petite diapo, quelques remarques. Je pense qu'on a abordé pas mal de choses, donc je vais passer rapidement, mais quelques remarques. On voit que l'Ayurveda, c'est vraiment une prise en charge globale. En ce sens, il y a quelque chose qui est une belle médecine, il y a quelque chose qui est vraiment intégré, qui essaie de prendre l'homme dans sa globalité, avec une cohérence d'une marche spirituelle. Donc, il y a quelque chose qui, je trouve, est beau en soi, dans sa base. Et après, c'est de comprendre, on est dans la prévention, dans l'entretien de la santé, la considération du style de vie. On traite de façon individualisée, donc des choses qui sont belles. Le développement de l'être passe aussi par la spiritualité. Et la spiritualité, c'est le développement des différents corps énergétiques, jusqu'à avec le but d'être un avec le grand tout. Voilà, donc voilà, c'est l'intégrer dedans. Donc moi, la question que je pose aussi, c'est quand je suis devenu un avec le grand tout aussi, quelle est la place
pour mon Seigneur et mon Sauveur, quand moi je suis une même plante avec Jésus-Christ, à mon sens, si je suis un avec le grand tout, moi je suis un avec Dieu, Dieu par le Saint-Esprit et qui vit en moi. Et du coup, c'est là où moi aussi je souhaite pas aller dans cette direction par rapport à ce questionnement de se dire mais quelle est la place d'un Sauveur et d'un Rédempteur pour grandir dans la foi et pas devenir moi-même Dieu en fait. Parce que la démarche spirituelle derrière ce concept de santé, si je te comprends bien, ce serait finalement de découvrir soi-même qu'on est Dieu, déjà. Ah ben en tout cas, il y a l'ouverture à ça. En fait, clairement, même quand je discute moi dans des groupes en fait, où il y a des gens qui étaient plus dans le côté New Age, ils disent voilà, l'humanité va avancer, va s'équilibrer, les gens vont prendre conscience de leur nature divine, ils vont se connecter avec le grand tout, et c'est là où on devient un tous ensemble. Et ce travail vers le grand tout, c'est la méditation, c'est le soin, c'est toutes ces choses que je fais par moi-même, où je m'élève petit à petit jusqu'à ce que mes derniers chakras soient ouverts et que je sois connecté au grand tout. Et donc pour moi, c'est vrai que je vois dans l'approche chrétienne un chemin inverse. C'est-à-dire, je suis d'abord, je dirais, touché dans mon chakra divin par le Saint-Esprit, et ensuite le Saint-Esprit fait le travail dans tout mon être. Et c'est lui qui fait le travail. Et c'est pas moi qui m'élève, c'est lui qui vient de plus en plus en profondeur. Quand j'ai fait un avec Christ, là, le chemin commence. Et voilà. Un peu des... Non, c'est important de clarifier quand même cette différence. Ok. Merci infiniment pour ce regard, ça donne à réfléchir. On va faire le tour de force pour parler un petit peu de la médecine chinoise. Tout à fait. Alors, on a tendance à dire, voilà, c'est tout pareil. Qu'est-ce que c'est la médecine traditionnelle chinoise et en quoi elle était différente déjà de l'Ayurveda que tu nous as présenté? Et dans quelle manière on peut l'appréhender avec notre vision, il faut le dire, étriquée quand même, occidentale de ces choses. Il s'agit bien d'une médecine, c'est ça l'argument principal, plus de 5000 ans. Ouais, ouais. Donc, est-ce que tant de gens se seraient trompés pendant tant de temps? Tout à fait. Alors là aussi, je ferai le même début qu'avec l'Ayurveda. Difficile de rendre simple quelque chose qui est un héritage historique, culturel. C'est toute une philosophie, une histoire. Enfin, c'est une montagne, quoi. C'est énorme. Et donc quelque chose qui effectivement prend ses racines à plus de 2500 ans aussi avant Jésus-Christ, avec notamment... je mets sur cette première diapo des ouvrages qui datent, comme le classique de médecine interne de l'empereur jaune, qui est une forme de dialogue entre l'empereur jaune et un médecin, et pour discuter au niveau de la médecine, et qui est un texte fondateur de la médecine chinoise. Un autre livre qui est le classique des difficultés aussi. En fait, si vous cherchez un peu, ça va être des ouvrages sur lesquels vous allez tomber, en tout cas comme des choses fondatrices. Alors, ma recherche sur la médecine traditionnelle chinoise, ça a été pour moi passionnant. Au fur et à mesure, j'ai évolué dans ma compréhension. Et puis on va en parler au fur et à mesure, mais effectivement, je la verrai maintenant différemment par rapport à l'Ayurveda, par rapport à tous les corps énergétiques. Et on va en parler un petit peu. Et s'il y avait 3 principes fondateurs dont on va essayer de parler brièvement, mais d'essayer de se comprendre, c'est le yin et le yang, les 5 éléments ou appelés 5 mouvements, et le qi. Vraiment, j'insiste, c'est un pavé, comme l'Ayurveda, c'est juste énorme d'histoire et de richesse et de complexité. Donc déjà, je m'excuse d'avance si certains connaissent mieux que moi, ce qui est le cas. Si je dois abîmer quelques éléments, je vais essayer d'être le plus factuel possible, mais voilà, dans les possibilités des choses. Donc oui, on l'aborde avec humilité. Exactement. Il n'est pas question de donner, de juger d'emblée. Exactement. Okay. Alors, le yin et le yang, ça, on sait tous, on connaît tous le signe, mais pas grand-chose de plus. Exactement. Alors, c'est vrai que yin-yang, ça a été popularisé, utilisé, effectivement, plus en Occident, plus dans une pensée plus New Age, une espèce d'équilibre, de zen. Enfin, il y a des espèces de mix dans des choses qui, en fait, ne sont pas de même origine ou quoi. Alors, j'ai commencé avec cette calligraphie que vous ne lisez pas et que moi non plus, d'ailleurs. Mais en fait, il y a donc l'un qui est yin, l'autre yang, et en fait, qui sont, dans leur calligraphie, dans leur sens chinois, qui veulent dire les deux côtés d'un versant d'une montagne.
l'un qui est éclairé, ça serait le yang, et l'autre qui est sous l'ombre. Et alors, pourquoi c'est intéressant, c'est que en fait, cette idée de yin et yang part d'abord d'une observation de la nature, et notamment au niveau des paysans qui pouvaient regarder le soleil qui se lève, qui monte petit à petit à son apogée. Donc du froid, on passe au chaud, de la nuit, on passe à la lumière, et ensuite on redescend et on rentre dans un cycle. Et donc c'était de comprendre, de voir que la nature était toujours dans un équilibre de choses, de choses qui sont en opposition, mais qui sont en équilibre. Et donc j'ai marqué notamment dans le deuxième point, opposition, interdépendance, équilibrage mutuel et transmutation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au travers de yin et yang, c'est pas juste le bien et le mal qui s'opposent. Ça, là, c'est une vision plus occidentale, où peut-être nous, dans notre pensée chrétienne, on se dit il y a rien à voir entre Dieu et Satan, quoi. Ça, c'est deux mondes différents. Là, on n'est pas du tout dans ça. On est dans quelque chose qui est avec aussi bien le froid et le chaud s'opposent, mais par exemple, si j'ai froid et que je me réchauffe, je passe progressivement du chaud au froid. Et donc c'est là où on a la transmutation. On passe quand le soleil se lève, quand est-ce qu'on peut dire qu'il fait jour? Il y a l'aube qui arrive, enfin, je veux dire l'aurore et tout ça, et enfin les choses quand ça se lève, ça se couche, ça se fait progressivement, mais à quel moment il est nuit, à quel moment il fait jour? Et donc c'est une progression, et donc on voit les choses comme ça. L'interdépendance aussi, pour dire que dans les systèmes au niveau du corps, tous les systèmes sont en équilibre. Si par exemple je lève ma main, ou je la baisse, ou je la tiens maintenue, ça serait une interdépendance, un équilibre entre ce qui monte et ce qui descend. Et donc on va voir cet équilibre des forces qui s'opposent, quoi. Et voilà. Donc voilà, ça rejoint aussi le terme d'équilibrage mutuel. Et de cette description dans la nature, tout va être décrit au niveau du corps, le bas, le haut, l'avant, l'arrière, la droite, la gauche, profondeur, surface, pâleur, rougeur, calme, agitation, humide, sec, enfin voilà, etc. Et tout va être décrit d'un point de vue sémiologique, c'est-à-dire vraiment avec des signes physiques, de voir comment l'organisme fonctionne. Sans jugement de valeur. Donc il n'y a pas le mal et le bien. Pas du tout, justement. Ouais. En fait, c'est effectivement, l'observation première va être plutôt, c'est une observation de ce qui se passe, des mouvements, voilà. Donc c'est vraiment plus basé sur cet aspect-là. Et alors tu parlais justement, yin et yang, on connaît le signe. Donc par rapport à ce signe qui est appelé le tai chi, et qui est justement regrouper le yin et le yang, et on voit cette complémentarité, on voit cette dualité, et on voit effectivement qu'il y a un peu de yin dans le yang dans le yin, parce que c'est toujours cette transition. Voilà. Et on est dans cet élément-là, en fait. Et c'est circulaire, c'est ça aussi. Voilà, effectivement, c'est cyclique. Des choses comme ça, effectivement, comme les saisons, etc. Et donc voilà. Alors, oui, vas-y. Justement, un petit mot par rapport au taoïsme. Oui. Alors, je ne sais pas si tu avais une remarque peut-être à faire. Non, ouais. Effectivement, le taoïsme, alors là aussi, c'est quelque chose qui, moi, m'a fait beaucoup réfléchir, parce qu'il y a ce côté qui est justement cette réflexion philosophique qui part de cette observation. Le Tao, c'est le chemin, c'est trouver la voie, l'équilibre, en fait, le chemin. Et donc, ça rejoint ce côté d'équilibre de ces systèmes qui sont en équilibre. Et c'est l'équilibre de vie, c'est l'équilibre du choix, etc. Alors là, où moi, il y avait quelque chose qui me posait plus souci, c'était que le Tao, en fait, dans le taoïsme, il y a l'idée que le Dao, en fait, ou le Tao est la mère de toutes choses. Et du Tao va se décliner toutes les formes de vie. Et alors, après, en discutant justement avec des praticiens de médecine chinoise qui sont chrétiens, eux, ils me disaient, mais en fait, ça, c'est une interprétation philosophique, c'est un regard philosophique, même métaphysique sur les choses, mais dans la pratique peut être simplement basée sur l'observation des choses, sans y coller le fait de dire, mais toute chose revient d'une énergie primordiale qui n'est pas Dieu. Donc, ces personnes chrétiennes me disaient, mais en fait, moi, le souffle de vie premier, c'est Dieu. Et de ce souffle de vie premier, tout découle. Et c'est en ce sens-là que les choses sont. S'il y a un chemin, effectivement, comme on en parlait, s'il y a un chemin, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui va être ma source de vie, en fait, etc. Et en ce sens, ils vont travailler sur une observation de l'organisme, mais sans être dans un regard métaphysique, en fait. Ça voudrait dire que les choses n'étant pas catégorisées comme bien ou mal, et pas personnifiées non plus, j'ai quand même une espèce d'autoroute que je peux remplir de ma propre perception des choses. L'exemple, c'est le Tao étant le chemin.
je n'ai aucun mal à greffer là-dessus le chemin Jésus-Christ, c'est ça? Oui. Alors, et tout à fait. Alors, justement, par rapport à nos spectateurs, je veux vraiment, je veux dire pas les choquer, parce qu'en fait, moi, mon regard premier était vraiment de se dire, mais quelque chose dont l'énergie première est quelque chose il n'y a pas de Dieu créateur, c'est quelque chose qui est en devenir, c'est ça qui est la source de toute chose. Et je disais, mais moi, je peux pas adhérer à ça. Et en discutant justement avec des gens qui pratiquent, je disais, mais moi, Tao, ça me parle pas du tout, c'est pas du tout, voilà. Je travaille de façon protocolaire, je fais mon diagnostic, je pose les choses et j'établis les choses. Et après, effectivement, c'est qu'au travers du taoïsme, dans les milieux New Age ou quoi, aussi on peut y insuffler d'autres choses. C'est-à-dire que ce Tao va être cette énergie primordiale, ce grand tout, cet univers. Et c'est là où en Occident, il y a un mix qui est fait de beaucoup de systèmes. Et donc, toujours pareil, tout à l'heure je disais, on prend les patates, on laisse les poireaux. Là, on rajoute la courge et puis des poires, quoi. Enfin, je veux dire, on fait n'importe quoi et on mixe un peu tout. Et on peut faire dire aussi à une même pratique, la faire partir dans d'autres directions, quoi. Donc là aussi, nécessité de bien cerner un peu où on met les pieds et ce qu'on fait. Ça veut dire en pratique quoi? Questionner son thérapeute, Oui. essayer de voir jusqu'où il veut m'emmener, c'est ça? Tout à fait. C'est voir aussi quelle est sa conception à lui quand il travaille. Et c'est vrai que autant pour moi l'Ayurveda, quand elle va vraiment au bout de sa conception, elle doit travailler sur les corps énergétiques. Et là, quand je parlais avec une praticienne, et je la remercie des échanges qu'on a eus, pour elle, le corps énergétique, mais ça lui parlait, mais pas du tout, quoi. Elle disait mais non, mais ça n'a rien à voir, enfin c'est pas du tout ma pratique, c'est pas du tout, ça correspond pas à ça. Et pourtant je pense que d'autres iraient aussi dans des choses énergétiques où ils vont passer de la médecine traditionnelle chinoise au Reiki, à travailler en énergétique et traiter quelqu'un à distance ou des choses comme ça. Donc ça va être intéressant effectivement de voir le praticien aussi, ouais. Justement ce qui, alors cette force, c'est une force, cet esprit, c'est quoi finalement? Alors, écoute, du coup, là, il y avait les 5 éléments que je voulais parler, mais comment on enchaîne? Non, on va faire sur le qui, ça pose aucun problème, parce que ça s'enchaîne tout à fait bien, effectivement. Alors là aussi, c'est très intéressant, c'est que quand on regarde la notion du ki ou du chi ou en énergétique, enfin, je veux dire, une énergie de vie, justement, dans la pensée chinoise, on n'est pas dans quelque chose de spirituel, mais c'est plutôt l'idée de dire comment dire, comme si la force de vie de toute chose peut prendre la forme la plus éthérée, et pas au sens péjoratif, mais dans le sens, pareil, du souffle premier, mais jusqu'à la terre sur laquelle on marche, les cailloux sur lesquels on marche. C'est-à-dire que là, le pont qu'on pourrait faire, ça serait sur le plan atomique, de dire, quand je veux dire, je prends de la matière, on sait que c'est de l'atome. Quand il y a de l'air, c'est de l'atome. Mais dans leur pensée, effectivement, l'énergie va prendre toutes ces différences de densité, de la plus dense, la matière première, jusqu'à le vent que je respire, jusqu'à l'air que voilà, et notamment du coup, ah oui, je vous l'ai mis, je crois, sur la diapo suivante. Voilà. Donc, on pourrait catégoriser ça comme le souffle premier, originel de toute vie, l'air que l'on respire, l'aliment que l'on absorbe dont l'énergie est extraite. Ça, on le retrouvait aussi un peu en Ayurveda aussi. Hein. Le sang qui circule et l'organe qui est structuré dans sa matière. Et pour eux, à tous les niveaux, on est à chaque fois sur de l'énergie. Et alors, ce qui va être intéressant, c'est effectivement, et là où on peut se poser le plus de questions, c'est sur la question des méridiens de l'acupuncture. Alors, pour moi aussi, c'était vraiment le point qui me bloquait beaucoup, parce que je me disais, mais là, on travaille quand même sur quelque chose on dit de l'énergétique aussi, en fait. De quoi on parle, en fait? Et pareil, en discutant avec ces praticiens, ils me disent, mais pour eux, ils travaillent vraiment sur du physique. Et alors, là où c'est très intéressant, c'est que nous, dans notre conception occidentale, on se dit, mais les méridiens, ça ne correspond à rien anatomiquement. Et effectivement, ce ne sont pas les vaisseaux, ce ne sont pas les nerfs, ce ne sont pas les lymphatiques. Et du coup, cette praticienne avec qui je discutais m'a envoyé des publications sur PubMed d'un système qui s'appelle le système primovasculaire. Donc, si certains s'y intéressent, je vous invite à taper sur Internet « système primovasculaire ». Il y a des publications et en fait des choses qui sont décrites comme des canaux qui feraient 50 micromètres à peu près, et qu'ils ont réussi à mettre en évidence dans des animaux au niveau des fascias. Donc, les fascias, ce sont des nappes fibreuses qui entourent notamment les muscles, et donc les organes, etc. En fait, et d'avoir des canaux qui seraient là et qui ont été mis en évidence anatomiquement.
Et il y a des travaux pour dire qu'on retrouverait des choses qui correspondraient aussi avec les méridiens. Donc avec quelque chose qui n'est pas justement dans quelque chose d'éthéré, mais plus anatomique et qui correspondrait à leur diagnostic très, très factuel. Et on va en parler aussi après pour le diagnostic. Mais voilà. Alors je ne sais pas si ça t'interpelle ou pas. Bon, moi je suis anatomiste, chirurgien, j'ai intérêt à connaître l'anatomie. Certes. Mais bon, là aussi, il est vrai que il faut de l'humilité pour aborder cela. Nous avons une longue histoire de mauvais schémas anatomiques Bien sûr. dans la médecine. Et Oui. ce n'est que tout récemment, à l'échelle de la vie humaine sur Terre, que nous avons compris comment ça marche. Oui. Et il y a encore beaucoup de zones d'ombre qu'un anatomiste ne peut pas expliquer. Tout ce qui est neurologique, nous sommes encore vraiment très très loin Oui, bien sûr. de comprendre comment les choses se passent. Donc, bon, tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que je ne connais pas ces voies anatomiques. On ne me les a pas enseignées. Oui, je sais que c'est une équipe bordelaise qui s'est beaucoup penchée là-dessus pour essayer justement de trouver des équivalents avec les potentiels évoqués. Oui. Qu'on utilise dans les neurosciences et dans les explorations neurologiques. Mais nous restons encore loin d'un schéma qui, somme toute, nous est presque familier maintenant, avec ces méridiens. Bien sûr. Qui parcourent le corps et qui sont en fait des points d'accès. Bien sûr. Par le toucher et par les aiguilles. Et bon, on a, en tant qu'anatomiste, on a envie d'y croire. Parce qu'on sait très bien que c'est un accès de plus au corps humain. Au travail, oui. Ce n'est que... on ne peut pas être plus physique que cela. Oui. Et en tout cas, c'est vrai que pour dire, moi, ça reste toujours comme je disais, en fait, c'est vraiment une marche de recherche. Et donc, j'invite peut-être de ce que j'ai dit, j'ai pu choquer certains. Il y a peut-être 3 mois, en fait, je pensais autre chose. Et en fait, je ne dis pas que je suis au bout de ma réflexion. Et puis, j'espère pas. Mais en tout cas, mon regard est en train d'évoluer. Mais en sachant que moi, ce que j'affirme dans ma vie, c'est que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, que je ne veux pas toucher à d'autres choses, mais que maintenant, je ne veux pas dire n'importe quoi non plus sur une médecine, parce que j'ai une crainte. Donc, j'invite vraiment chacun à creuser et à se faire des convictions, en fait, en ce sens, quoi. Ouais. Alors, comme le temps avance, je veux vous faire vraiment un point juste très, très rapide. Est-ce que je peux vous demander de revenir en arrière aux 5 éléments, 5 mouvements au niveau, je ne crois pas que j'arrive à revenir en arrière pour ma part. Alors, c'est encore, voilà. Attendez, alors est-ce que c'était... Tac, tac, tac. Là, alors, on est en Inde, là, à nouveau. Tac, les 7 corps, le yoga. Eh ben, je ne sais pas où j'ai mis. Bon, c'est pas grave, je peux faire une petite réflexion comme ça. De la même façon qu'il y a les 5 éléments aussi en Ayurveda, eux, ils retiennent l'eau, le bois, le feu, la terre, le métal. Et donc là, vous êtes revenu au niveau de l'Ayurveda. Donc, vous pouvez redescendre. Avancez. Attendez, je vais... Tac, tac. Yoga, quelques remarques. Je vais retrouver ça rapidement. Donc, il y a ces 5 éléments qui, pareil, sont regardés dans leurs propriétés et ensuite dans leur rapport entre eux, avec des cycles d'engendrement ou dans lesquels ils vont voir les cycles des saisons, de dire que dans tel organe, telle saison, tel organe est sollicité, tel organe a tel rôle. Et s'il a ce rôle, c'est qu'il est plutôt feu. S'il a ce rôle, il est plutôt terre. Donc, c'est des choses qui sont pour nous un peu obscures, mais pour eux, ça a une signification dans son travail physiologique. Voilà. Et donc, en fait, par exemple, au bois correspond le foie et qui correspond l'arbre et que ça correspond à telle saison, enfin, etc. Et donc, ils y voient effectivement tous des cycles qui se font dans le corps, des cycles de saison, des cycles de comment l'organisme travaille en fonction des temps, des périodes, etc. Voilà, je ne vais pas plus loin, mais je ne sais pas si tu veux réagir, mais voilà. On avance un peu, hein, ouais, le temps progresse. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc on parlait tout à l'heure aussi...
Non, je ne sais plus si on en parlait. Mais bon. Comment tu traites avec la médecine chinoise? Alors, quels sont tes outils? Alors déjà effectivement, juste avant les outils, au niveau pour poser le diagnostic, là aussi en quelques mots, comme nous, enfin quand tu regardes ça, je pense que tu retrouves des choses dans ta médecine, hein, l'observation, l'interrogatoire, la palpation, l'ouïe, l'odorat. Alors ils sont vraiment très centrés sur les signes physiques, notamment ils vont regarder, comme nous à la base, hein, mais nous des fois on se précipite un peu vite sur le scanner ou l'échographie. Et là, ils vont regarder effectivement la langue va être très importante. La palpation du pouls, le pouls chinois est très importante aussi pour faire des diagnostics. D'ailleurs, c'est assez déroutant les diagnostics qu'ils sont capables de poser sur le pouls. Ça, c'est déroutant, quoi. C'est encore un point à creuser pour moi. Puis pareil, l'ouïe et l'odorat, dans le sens que si le ventre il gargouille à fond, on va dire ça fait ça. Si voilà, la transpiration sent ça, la laine, etc. Enfin voilà. Bon, en gros, on est dans une sémiologie vraiment poussée. Comment le patient se tient, comment sa morphologie générale. Bon, des choses qu'on retrouve dans notre médecine là, je pense. Mais qu'on a perdu. Et que voilà, on a tendance à se précipiter sur l'examen complémentaire, malheureusement. Et puis effectivement, au niveau des outils thérapeutiques. Il y a donc en premier lieu la pharmacopée, l'utilisation de phytothérapie et minéraux. Donc là aussi, une pharmacopée qui est très large, hein, qui est classifiée, etc. Un monde que je ne connais pas du tout, bien qu'étant dans la phytothérapie, c'est tout un autre monde aussi. La diététique chinoise, comme en Ayurveda, on va cibler un profil d'alimentation en fonction des problématiques de la personne. Hein. Là où il va être en carence ou en ceci ou en cela, en fonction du terrain. Donc quelque chose un peu plus à la carte. Alors la moxibustion, ça rejoint un peu les méridiens, puisqu'en fait c'est de faire chauffer, si je ne me trompe pas, chauffer des méridiens et des points d'acupuncture précis pour recharger ou décharger au niveau énergie en fait. Donc après voilà, toujours à dire quelle est cette énergie, même si pour les praticiens avec qui je parlais, on n'est pas dans l'énergétique, enfin on est dans du physique pour eux, quoi. Les ventouses, que vous avez déjà dû voir, je ne vais pas plus loin, enfin des ventouses dans le dos qui vont faire circuler des choses aussi. Le massage Tuina, qui là aussi va être un massage qui va faire circuler, enfin faire comme un massage tel qu'on l'imagine, mais également avec un travail aussi sur les méridiens. Et puis la pratique du Qigong ou du Tai Chi, où là aussi, on va avoir la chance tout à l'heure d'entendre aussi une praticienne chinoise qui peut nous partager ça, mais qui me disait, mais pour nous, le Qigong, à la base, c'est juste le mouvement. C'est mettre le corps en mouvement pour que tout circule. Et que la santé, c'est le mouvement, en fait. Et donc, voilà, on n'est pas avec des énergies éthérées ou des choses comme ça, donc, en tout cas dans sa compréhension et son vécu, mais de dire le corps, dans les mouvements lents, eh ben, on fait des mouvements étudiés pour faire travailler tel ou tel organe, tel ou tel méridien, pour que le mouvement soit en vie, quoi. Voilà, un peu en gros. Oui, ça, c'est quelque chose qui me parle. J'ai des dizaines d'années de pratique d'arts martiaux. Et ce qui d'ailleurs avait posé problème personnel, mais bon. Et donc le chi est vraiment quelque chose qui est partie intégrante. Et même sans rentrer dans des considérations philosophiques, il y a dans cette maîtrise de son mouvement, la maîtrise à la fois de la respiration, du mouvement lui-même, de l'équilibre, qui, lorsque vous pratiquez longtemps, vous fait passer un déclic, un véritable déclic, je l'ai vécu, où vous dites, voilà, donc j'arrive à dégager une force que je n'arrivais pas à dégager initialement. Donc c'est une vraie expérience physique qu'on peut faire. Oui. Donc c'est en tout cas des questions qu'on peut se poser. Ah oui. Il ne marche plus ? Je crois que c'était un petit peu haut. Voilà. Donc en fait, ouais, donc c'est effectivement, même si on considère effectivement qu'il y a, je veux dire, tout un monde spirituel, je veux dire, dans la conception biblique des choses, etc. Là aussi, pour moi, ça mérite une recherche et pour pas faire des catégories trop tranchées. Mais bon, voilà, toujours se poser des questions vers quoi on va. Mais en tout cas, il y a des choses assez déroutantes en fait, hein, pour ma part. Voilà. Alors. Comme je vois aussi, je ne sais pas jusqu'à quelle heure on avait. On va pouvoir prendre. Ouais. Et on va avoir la chance de pouvoir entendre une sœur chrétienne qui pratique la médecine traditionnelle chinoise. Alors, pour des raisons dont je ne peux pas parler là, mais tout à fait fondées et valables, malheureusement, on ne pourra
pas la voir de visu, mais elle nous donne la chance de pouvoir un peu l'écouter et sur quelques questions que j'ai pu lui proposer. Alors, je ne sais pas au niveau de la technique si on peut l'entendre peut-être. Déjà, merci, c'est un honneur qu'elle nous fait de nous parler de sa pratique. Elle est d'origine chinoise et les raisons pour lesquelles elle se protège, c'est justement le fait... le contexte, le contexte politique oui. Et elle ne veut pas mettre en péril sa famille. Alors, du temps que la technique se met en place, donc une chose quand même qui est très intéressante, c'est qu'effectivement, elle a grandi en Chine, elle a pratiqué en Chine, et sa pratique du quotidien, elle a travaillé dans des hôpitaux, en accompagnement en cancérologie, en nutrition, et sa pratique n'a pas du tout rejoint des choses ésotériques. Et elle m'expliquait effectivement dans un pays où tout ce qui était spirituel était mis de côté, systématiquement. Et donc, du coup, ça n'a pas... La conception New Age qu'on a, nous, en Occident, en tout cas, ces dérives New Age, ça ne correspond pas du tout au caractère premier dans lequel elle a pratiqué, en fait. Oui. C'est interpellant. Alors, je ne sais pas au niveau technique comment ça... Bonjour. Ah, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Voilà, je vous propose la lecture de Psaume 139 au 14, la Bible. Je te loue tout ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le connaît bien. On connaît bien, pardon. Il y a des faux photographes. Voilà, j'ai simplement vers vous pour vous remercier pour une petit temps pour partager. Voilà, j'ai présenté très simple. J'ai grandi dans une famille protestante depuis au moins 6 générations. Voilà, je suis 12e génération adventiste. Ma mère est adventiste très engagée. Et moi-même, je suis baptisée à l'âge de 19 ans. Maintenant, je suis un peu vieillie, mais bon. Voilà. Mes ancêtres sont tous des professionnels dans la MDC, médecine chinoise. Voilà, médecin de l'armée, gynécologue, pharmacien, etc. Voilà, on est famille nombreux. Voilà, moi, avec mon père, j'ai appris à pratiquer à la MDC. Et bien sûr, aussi, j'ai des écoles, j'ai travaillé aussi au milieu du hospitalier, cancérologue. J'ai travaillé nutrition MTC. Voilà, c'est bien précis. L'hôpital en Chine hospitalisé, on est deux parallèles en temps de classique. Aussi, l'autre médecine chinoise. Pour niveau de alimentation, c'est très différent qu'ici. Voilà, quand on, par exemple, opérer le côlon ou quelque chose de là, ou l'autre chose, on ne peut pas manger comme les autres. C'est très différent. Voilà, je suis toujours en lien avec le milieu de santé en Chine et les professeurs. Je suis toujours en recherche pour actualiser mes connaissances. Et je peux vous montrer un petit livre, mais peut-être pas très... C'est écrit tout chinois, malheureusement. Mais ça peut être feuilleté que... Ça, c'est des Chines. On a utilisé ça pour évangélisation aussi. Alors, utilisation de quoi? On ne peut pas le voir. Vous pouvez le voir un peu? Est-ce que vous voyez quelque chose? Non. Alors, est-ce que vous pouvez je pense qu'il faut que vous activiez votre caméra si vous voulez montrer quelque chose à l'écran, à Zoom, mais donc à voir avec la technique. OK. Je vais juste montrer quelque chose. Voilà. Par exemple, là, c'est une partie de nutrition, parce que nous aussi, ça, c'est mon livre, c'est de Alors, ça là, pour évangélisation. Vous voyez? Alors non, malheureusement, justement, c'est juste pour dire qu'on ne voit pas. Si j'ai compris, c'est que c'est un livre qui parle justement pour l'évangélisation au travers de la médecine chinoise. Voilà. La médecine chinoise, on partage beaucoup de... Alors, je suis désolé. Attention avec le livre, ça frotte sur le micro et. Ça va pas, mais c'est pas grave. C'est peut-être une autre fois. Ok. Voilà. Et voilà. Du coup, c'est juste pour parler de médecine chinoise et pour la santé, pour les organes qui sont alliés, où déjà parlé. Voilà. Du coup, j'ai juste pour proposer ça. Et je me suis spécialisée pour les soins aux femmes.
Exemple, ménopause, acné, cycle de menstruel, etc. Voilà, ça c'est, moi j'ai un cabinet, comment dire, un centre, ce que j'ai dirigé vers le sud, à côté de Hong Kong. D'accord. Voilà, que MTC en Chine, aucune attachée avec philosophe religieuse, la médecine chinoise. Il n'y a rien comme ici ou quoi. En France, il y a beaucoup de mélanges. Pour l'acupuncture, ce n'est pas magie, sorcière, c'est une pratique très ancienne, depuis millénaire. Et la médecine chinoise n'a pas attaché particulière avec le bouddhisme. Ça s'attache pas, parce que quand on est dans l'officiel, d'ailleurs chez nous, on n'est aucun dieu qui existe. Oui. Vous avez la caméra là, si jamais. C'est bon. Voilà. Voilà, du coup, je ne sais pas si vous entend bien ou pas. On vous entend bien. On vous entend bien. Voilà. Très bien. Et voilà, du coup, je vous dis que c'est dans l'officiel ou aucun de allié avec spirituel. Voilà. Du coup, pour moi, c'est ça. Et tout à l'heure aussi, vous parlez de... attends, je vais voir. Après, c'était... Voilà, j'ai aussi, c'était pour connaître un peu plus l'Université de Bordeaux sur recherche sur MTC. C'est vrai, c'est un peu compliqué pour comprendre. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de mélanges, Oui. et chez nous, et ici, c'est rien à voir, comme vous êtes dans la présentation déjà dit. Hein. Est-ce que je peux continuer? Oui, oui. Oui, on vous écoute. Voilà, tout à l'heure aussi, on parlait vous parlez un petit peu de yovétique, c'est ça? De Yovétique, voilà. Pour moi, je ne connais pas beaucoup parce que je ne suis pas pratiquée, mais je sais que dans mes études dedans aussi, il y a une parallèle à certaines choses parce qu'eux, ils sont aussi très anciennes, mais il y a des choses différentes au niveau des poux. Voilà, c'est pas pareil, voilà. Et aussi, nous, on utilise beaucoup de plantes. Et eux, ils ont utilisé l'autre façon de diagnostic. Mais c'est un peu ressemble, mais pas tout à fait. Et pour au niveau aussi de regard sur énergétique, par exemple, pour moi, c'est qui se sont intéressés pour des chrétiens, voilà, pour nous. Mais comment dire, pour moi, c'est le mot énergie, seulement Dieu, seul donne l'énergie. Donc, ça veut dire que c'est lui qui est la source. La médecine chinoise a accompagné le corps par le système. Voilà, c'est ça, tout à fait, c'est lui qui donne. Bon, nous, on ne peut pas. Il y a beaucoup de personnes qui disent, oh, donnez un petit peu d'énergie ou faire des acupunctures. Je dis, pas du tout. Mais c'est comme, par exemple, simplement, exemple, si une vieille voiture, on dit mettre essence, il ne peut pas rouler comme le neuf parce que chaque personne d'énergie, enfin, comment dire, la circulation ou ce que vécu, on ne sait pas. C'est que Dieu, il peut savoir. Pour la vie, pareil, c'est lui qui tient. Tellement dans notre corps, les chimies, c'est très complexe, on ne peut pas savoir tous. Eh bien, du coup, ce n'est pas des magies, ce n'est pas de l'énergie non plus, c'est seulement le corps qu'il y avait, Dieu qui l'a donné. Et aussi, pour moi, je pense plutôt dans la médecine chinoise, c'est le corps par le système immunitaire préventif, les lois de la nature, hygiène de vie, c'est très important pour ce qu'on est engagé dans la médecine chinoise. Parce que la spirituelle, alimentation, la spirituelle, il faut être positif. Parce que même si dans le livre, ils ont dit que quand on n'est pas dans la colère, dans le jaloux, dans quelque chose, le sang ne circule pas dans la même façon. C'est vrai. Et pour nous, imagine, c'est comme la mer, comme l'eau. Et quand il y a des empêchements, certaines choses, du coup, ils n'ont pas circulé et dans la même façon. Et pour nous aussi, le sommeil, respecter les autres, etc. Voilà, les émotions, les mouvements. On parlait aussi un petit peu tout à l'heure, j'ai entendu le Qigong. Oui. Le Qigong, c'est dans la médecine chinoise, une partie, c'est un mouvement, c'est pour le tirer le matin, le tire un petit peu le matin, parce que d'ailleurs en Chine, il y a dans le parc ce matin très tôt, souvent il y a des personnes pour faire un tirement, parce que là-bas en Chine, c'est pas remboursé comme en France.
Du coup, plein de comment dire, préventive. Oui. Et du coup, faites très attention, il ne faut pas être tombé malade que on paye très cher. C'est des mentalités des Chinois. Et du coup, on est chaque fois des nourritures alimentaires, toutes les choses pour la santé être bien, eh ben, on fait. Ça, c'est en principal de personne. Voilà, et après, encore, il y a quoi? C'est vous qui continuez ou c'est parler un autre des taoïsmes? Non? Oui, non, allez-y, un dernier point sur le Voilà. taoïsme, et puis Voilà. après, on pourra reprendre un petit peu le commentaire. Mais oui, dites-nous un petit peu votre regard sur le taoïsme, oui. Voilà, parce que j'ai vu que voilà, parce que pour le Laozi, c'est digne morale. Ça, c'est 6e siècle avant Jésus-Christ. Et avec le 5 éléments, ça peut après, il y a certains trucs qui ressemblent. Mais Laozi, c'est dans le digne moral, c'est dans un peuple chinois, c'est très connu parce que c'est très longtemps, je pense qu'il ne peut pas exprimer c'est quoi, comment on peut intéresser les gens qui sont vraiment intérieurs, qui sont bons. Ça veut dire, il y a je pense que lui, il réfléchit, c'est carrément différent que l'autre personne qui les recherche. Et du coup, je pense que moi, comment dire, il y a des personnes, des amis d'histoire, il me dit que parce que l'époque, on ne sait pas comment pour intéresser les gens. Il ne faut pas, comme la Bible qui nous enseigne, du coup, il a dit Tao. Tao, c'est sur nous, c'est dans la Bible seulement. Il y a de. Comment dire, Votre micro s'éloigne là. voilà, il y a seulement ça. Voilà. Et du coup, il parlait de tout ça, c'est pour. Il a écrit en tout, c'est 80 chapitres. C'est très complexe, mais c'est très lointain. Hein. Ouh là là, excusez-moi. Est-ce que si je comprends bien, l'idée c'est de dire il a essayé de mettre des mots pour essayer d'aider, d'intéresser les gens à savoir comment vivre de manière équilibrée, etc. C'est ça, tout à fait. C'est des vivres intérieurs, comment, voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, il a écrit ces livres très complexes pour les personnes qui vraiment ont envie de faire des, comment dire, on dirait c'est bonnes personnes ou être équilibre, quoi. C'est très important. Voilà. Okay. Par contre, comment on peut dire, ces livres, tout le monde connaît, hein, c'est très ancien. Et enfin, ces livres, sauf la Bible. La Bible, bien sûr, aussi, il y a très longtemps, qui rentrait en Chine, bien sûr. Mais c'est vrai, on est toujours, c'est pas très libre, voilà, pour exercer. On n'est pas enseigné dessus. Ça, c'est vraiment, quand on exerce la Bible, c'est des personnes qui chrétiennes de plusieurs générations. Donc, ce qu'on comprend, c'est que vous... Voilà. Du coup, moi, je suis aussi exemple. Oui. Donc, ce que vous nous dites, c'est que effectivement, le taoïsme, avec ce que Lao Tzu a pu écrire, est une chose, mais que vous, en fait, l'ensemble de votre pratique, vous le basez sur votre enseignement biblique, c'est ça? Oui. Et donc, vous n'avez aucune difficulté à relier les choses, comme le Tao, c'est le chemin. Et donc, pour vous, c'est une évidence, en fait, qu'on peut y mettre effectivement la pensée chrétienne dans son ensemble et pratiquer la médecine traditionnelle chinoise avec cette perspective. Ah, c'est très important. Hein. Très importante pour moi personnel, parce que d'ailleurs, je ne, comment dirais-je, parce que pour repart, par exemple, quand on travaille dans l'hôpital, pour repart spirituel, c'est aucun attache, toutes ces choses, quoi. Voilà, parce que, comment on peut dire, ça veut dire, nous, on n'est pas attachés avec le spirituel. Oui. C'est des scientifiques, enfin, pour nous, c'est des scientifiques, c'est des, comment dire, pour l'hôpital, comme ici, normal, quoi. Mais peut-être c'est une occidentaux qui regardent différent. Par exemple, moi, j'ai une médecin traitante. Une médecin traitant, elle a dit que moi, je pratique acupuncture. Et du coup, j'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, c'est remboursé. J'ai dit, d'accord. Du coup, je vais à ses cabinets, je suis curiosité, parce que comme j'ai des pratiques, des choses, mais j'aime bien savoir des choses, comment elle a fait. Quand je rentre, il y a une boutade déjà sur le comment ça s'appelle, sur son cabinet, et bien, quand on rentre, ça se voit tout de suite.
Et après, elle me faisait, du coup, j'ai interrogé pendant elle a fait des séances. J'ai dit, pourquoi fait ça? Pourquoi c'est fait ça? Elle m'a dit, écoute, hein, écoutez, madame, moi, je ne peux pas faire comme vous. Je vais faire des choses de ce que j'ai dit. Pourquoi il y a des Bouddhas là? Mais bon, ça ne m'intéresse pas. Mais elle m'a dit, oui, parce que j'ai avec enfin, il y a plein de mélanges. Du coup, elle ne peut pas m'expliquer exactement comment ou quoi que ce soit. Et bien, du coup, c'est tout mélangé. Comme en Chine, par exemple, en Chine, comme ici, le médecin qui travaille dans les hôpitaux, il y a des personnes qui croyant ou pas croyant ou croient l'autre, on ne sait pas. Mais en officiel, on est détaché, rien du tout religieuse. Voilà. Ok. Alors, on va. Oui, tu voulais réagir? Non, enfin, c'était pour qu'on puisse commenter, mais si tu avais une question peut-être ou. Non, mais, donc, dans la pratique en Chine, dans votre pratique qui est quand même une pratique particulière, c'est celle d'exercer la médecine chinoise dans un contexte chrétien adventiste. Est-ce que vous faites attention, justement, vous avez dit plusieurs fois de ne pas mélanger les choses, parce qu'on propose quand même à l'extérieur de ce contexte, on propose des choses que vous voulez absolument pas mélanger dans votre pratique. C'est bien ça? Bon, oui, bah, bien sûr, parce que notre maître, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas tourner l'autre chose, parce qu'on fait des choses, c'est que tout ce que notre corps, aujourd'hui, notre corps, ou notre quoi que médecine, on suivait, on sait où, en direction. Merci infiniment. C'est un très grand honneur que vous nous faites de nous parler de ça. Ça, c'est une perspective qu'on n'aurait même pas imaginée en tant qu'occidentaux en regardant tout ça. Et donc, ce qu'on retient de cela, c'est que, oui, notre regard peut être totalement faussé et hors réalité des pratiques qui peuvent se faire sur place et au quotidien. En fait, c'est ça. Oui, merci beaucoup en tout cas. Et moi aussi, un point vraiment important que je retiens, et qui m'a moi beaucoup interpellé quand on a échangé par téléphone, c'est que en premier lieu, cette sœur et sa famille ont connu l'opposition politique pour leur foi. Donc, ils savent ce que ça veut dire de se battre pour leur foi. Et en ce sens-là, ça veut dire que c'est une foi qui est ancrée, qui a du sens, et on sait pourquoi on avance. On sait que c'est pour Jésus-Christ. Et déjà, en ce sens-là, de se dire, si je me bats pour ma foi par rapport à la politique, et si c'est pour partir dans n'importe quoi au niveau de ma pratique, ça ne correspond pas du tout à ce qui est vécu, quoi. Donc ça, moi, ça m'a beaucoup interpellé aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. On vous laisse partir. Et puis, on va juste terminer avec nous peut-être quelques commentaires. Et merci puis, infiniment. Merci à vous, à tous. J'espère que vous comprenez tout franco-chinois. Merci. Merci. Oui, c'est quand même interpellant. T'es pas en face, oui. Le micro, oui. Juste pas en face. C'est interpellant parce que c'est nous qui avons des regards finalement figés. Nous pensons que ça ne peut se faire que comme ça, que d'une manière particulière. Ouais. Mais justement, c'est là où on arrive à un paradoxe, c'est que l'Occident, qui était une terre chrétienne, fait maintenant du syncrétisme, mélange tout. Et en mélangeant tout, et ben, du coup, ça nous donne un regard orienté, en fait, avec quelque chose qui ne correspond pas à la pratique source. Donc voilà, c'est un peu ce mélange-là qui a fait la confusion, quoi. C'est l'ignorance qui nous fait mélanger tout, finalement. Voilà. Bon, c'est interpellant. Je ne sais pas s'il y a des commentaires dans la salle là-dessus. Est-ce que ça vous a interpellé autant que nous? Bien sûr, c'est plus compliqué là pour les faire intervenir, mais voilà. D'accord. Alors bon, ben moi je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je ne sais pas si tu as peut-être d'autres réflexions, d'autres questions. Alors, j'essaie de retenir dans ce que tu nous avais déjà fait un résumé un peu sur l'Ayurveda. Est-ce que tu avais un résumé là-dessus pour la médecine chinoise? Alors non, j'ai pas fait un résumé. Est-ce que vous pouvez mettre la diapo juste précédente? Alors là, on est passé à l'Ayurveda. Ah oui, d'accord. Ok, non, c'est bon, j'ai compris. Attendez, c'est qu'on va revenir. Tac. C'était juste effectivement quelques remarques, mais dont on a parlé au travers de ces commentaires.
Voilà, quelques remarques. Donc, c'était juste pour terminer, puis je te laisse la parole. C'était l'idée qu'effectivement, on est dans un survol d'un monde d'une extrême complexité, que j'ai essayé de simplifier, mais voilà, moi-même, je suis un novice. Est-ce qu'on peut séparer la pratique de la médecine traditionnelle chinoise de l'origine et de la conception taoïste du monde? Là, on a eu quelques réponses intéressantes, je pense, hein, où voilà, là, vraiment, il y a sur le cœur de cette sœur, vraiment le Christ, comme vraiment conception du monde. Quelle est l'essence première de l'énergie en médecine traditionnelle chinoise? En tout cas, moi, de deux praticiennes chrétiennes, le côté d'un corps éthéré ou de corps énergétique ne leur parlait, mais pas du tout. Pas du tout. Donc voilà. Et puis, comment celle-ci se place dans une conception chrétienne du monde? Je dirais de la même façon que la médecine occidentale, à savoir que la médecine occidentale, moi je le dis souvent, je ne la prends pas comme exemple, ce n'est pas non plus une médecine chrétienne. Et c'est une médecine naturaliste, matérialiste, qui a tous ses bénéfices, mais qui a aussi, met de côté toute la vision spirituelle des choses. Enfin, voilà. Donc, les outils que tu nous as énoncés, ce sont des outils qui, en plus de ceux que nous utilisons en allopathie, ont quand même l'idée de donner la prédominance à la prévention. Oui. Si j'ai bien compris cette sœur, elle pratique sa médecine chinoise comme un New Start. Oui, on voit des parallèles vraiment forts, quoi. Ouais. Si on veut, donc c'est même très réducteur et c'est une vision complètement occidentalisée, même présomptueuse. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, là, il y a des outils qui nous parlent en soi dans cette médecine qui font appel à la diététique, qui font appel au mouvement, qui font appel à tous ces éléments que nous savons être maintenant avec notre médecine vous m'entendez pas? Allô? Avec notre médecine basée sur l'évidence, que nous avons des résultats qui nous disent, voilà, ce sont des éléments qui entrent en compte dans notre santé, oui. Mais quand même utilisés avec un schéma corporel et schéma de l'humain qui reste différent. Oui. Tes deux schémas qui montraient les éléments terre, eau et autres, et correspondant aux éléments du corps, reste quand même assez complexe. Oui, c'est notre vision, quoi, effectivement. Ouais. Ouais. Donc, si je vais voir un praticien de médecine chinoise traditionnelle, en tant que médecin, je dis, bon, je vais m'abandonner à cette vision complètement différente de mon corps pour essayer d'avoir si je peux avoir un effet différent. Oui. Est-ce que le simple fait de s'abandonner à une vision du corps humain qui n'est absolument pas la mienne et que je ne comprends pas peut être un frein à l'utilisation de ces techniques médicales, ou est-ce que c'est pas cohérent et comment faire? En tout cas, moi, je vois que dans ma réflexion a évolué. Il y a des choses pour lesquelles, si quelqu'un va dans telle ou telle médecine, j'allais dire, il fait ce qu'il veut. Il y a des choses sur lesquelles moi je me suis fait des convictions. Il y a des choses sur lesquelles j'évolue. J'ai envie de dire, pour moi, il y a quelque chose. J'essaie d'amener des choses un peu factuelles, des témoignages, des choses comme ça. Mais au final, je pense que si on a des doutes, c'est d'être dans la prière. Et puis, s'il y a un doute par rapport à une médecine, n'y allons pas. Puis c'est simple. Mais si on est vraiment en paix et puis qu'on se dit, mais voilà, il n'y a pas de problème, on n'est pas dans du spirituel, il y a juste des choses que je ne comprends pas, allons-y. Peut-être que ça pose moins de soucis à des gens non soignants aussi, ou non médecins. Enfin, nous, avec notre réflexion académique, peut-être on est plus un peu bousculé de certaines choses, de se dire, quand dans la médecine chinoise, on parle que la digestion des aliments passe par la rate et l'estomac, extrait l'énergie, mais moi, la rate, dans la digestion, je ne la vois pas.
Et pourtant, eux, il y a quelque chose où ils font un pont avec. Bon, ben moi, ça me met un défi, mais voilà. Après, il y a cette incompréhension. Puis après, sur le côté spirituel, moi, c'est vraiment ça ma quête de me dire, est-ce que là, on touche à des choses auxquelles on n'aurait pas touché? Si on estime que non, bon, ben, très bien, allons-y. Si on n'est pas en paix, mettons ça en prière et puis d'avancer en conviction, quoi. Et puis voilà. Ouais. Est-ce que tu as une graduation entre l'Ayurveda et la médecine traditionnelle chinoise? Est-ce que tu trouves l'une plus dangereuse que l'autre? Ça n'engage que moi. Ça n'est pas un consensus, ça n'est pas une position fédérale, ça n'est pas quelque chose d'officiel. C'est ton âme de chercheur que nous sommes. C'est mon âme de chercheur. Alors pour moi, effectivement, je faisais des ponts entre l'Ayurveda et la MTC que les praticiens de MTC ne font pas du tout. Quand je leur parlais de certaines notions d'Ayurveda, ils me disent « mais je ne connais pas ça du tout ». Ça ne leur parlait pas du tout. Et dans l'Ayurveda, de façon objective, il y a un travail sur le spirituel. Et là, comme elle nous a dit notre sœur, quand elle pratiquait en Chine, tout ce qui était spirituel était écarté systématiquement. Donc là, c'est sûr que, à mon sens, je veux dire, par exemple, faire une cure des massages, prendre des plantes ou des choses comme ça, en Ayurveda ne me pose pas de souci. Pour le yoga, j'aurais tendance à dire, choisissez avec qui vous le faites, pourquoi vous le faites, comment, comprenez ce que vous faites, parce que le but premier est d'aller normalement vers l'énergétique et vers le développement spirituel. Et dans l'Ayurveda profond, à mon sens, alors peut-être que je rencontrerai quelqu'un qui me fera changer d'avis, mais pour l'instant, c'est cette corps avec les deux derniers qui me font voir les êtres spirituels. Moi, ça m'interpelle. Donc, effectivement, dans l'Ayurveda profond, je n'irai pas. Dans la médecine traditionnelle chinoise, je suis en réflexion, chose qu'il y a peut-être 2-3 mois, je n'avais pas. Voilà. Merci infiniment. Merci Franck. Merci pour votre attention. Parcours de recherche que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt. Merci encore à cette sœur qui nous a fait l'honneur de nous parler dans des conditions qui ne sont pas totalement anodines pour elle. Nous allons clore ce module des médecines énergétiques, prendre une petite pause. Vous pouvez, à la maison, devant votre écran, vous lever, faire pipi. Un peu de gymnastique. Faites un peu de yoga. Et on se retrouve d'ici 5-10 minutes pour le deuxième module qui sera les médecines manuelles.